Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, je vais tout simplement vous parler d'un monument du cinéma français que j'ai préparé ces dernières semaines en revenant sur pas mal d'œuvres du cinéma de Marcel Carné. Et ici on en arrive peut-être à son sommet de réalisation, 1945 donc pour le mythique Les Enfants du Paradis, écrit évidemment par son compère Jacques Prévert, pour le duo le plus extraordinaire de ce qu'on appelait le réalisme poétique, une fusion complémentaire remarquable qui arrive ici vraiment au summum. Au casting, nous retrouvons évidemment actrices et acteurs qu'on a déjà vus dans le cinéma de Carné avant, en tête Arletty, qui est, on va dire, non seulement brillante, parce que on connaissait déjà sa gouaille et tout avant, mais là, il y a une dimension supplémentaire dans son rôle de Garance, on y reviendra peut-être sur certains détails. Jean-Louis Barrault aussi, puissamment présent ici dans un rôle de Pierrot à la française, ce mime acteur extraordinaire qui va avoir une certaine consécration et qui a existé dans la vraie vie, Baptiste Debureau, oui, parce que c'est inspiré de faits réels. Il y a aussi Maria Casares, espagnole d'origine, qui a émigré en France très tôt, à l'adolescence, et qui ici n'a gardé aucun accent, du moins pour cette interprétation de sa langue natale. C'est assez extraordinaire. Pierre Brasseur aussi, qui est là, sans oublier Marcel Errand, Pierre Renoir et Louis Salou. Voici donc les gens que l'on voit à 95% du temps. Autour d'eux, pas mal de personnages secondaires, tertiaires ou figurants, parmi lesquels on peut reconnaître éventuellement Albert Rémy, Marcel Pérez ou Georges Franqueur, un des premiers rôles de Jean Carmet aussi. Et il y aurait eu apparemment Simone Signoret parmi les figurantes. Bon, je ne sais pas où exactement, mais elle est citée. Parce que oui, il y a eu toute une ribambelle de personnes qui ont ici participé à un projet pourtant quasi pas secret, mais fait dans une sorte d'intimité pendant l'occupation. Voilà, et c'est pas produit par la Continentale. J'ai déjà évoqué des films de cette firme qui étaient quand même assez proches de la collaboration, même si certains auteurs ont pris possession de certains films distribués par celle-ci et produits par celle-ci pour résister à leur manière. Là, on est vraiment dans un acte total de résistance du cinéma français, et tant et si bien que le film est sorti après la Libération, et que je crois que Prévert-Carné voulait qu'il sorte après la Libération. J'espérais même que ce soit le premier film qui sorte après la Libération. Fût-ce le cas, je ne sais pas, 45, bon, il y a peut-être eu entre-temps quand même. Mais ce qui est certain, c'est que oui, on le sent, hein, c'est le théâtre de la vie ici qui nous est présenté, donc sur des choses qui se sont plus ou moins passées, pour les grandes lignes en tout cas, au 19e siècle, parce qu'on est dans le Paris, qui est pas fantasmé du tout, mais on est dans le réalisme poétique des années 1820, grosso modo. Enfin, au départ, parce que, attention, hein, ça dure 3 heures, avec un petit entracte, et ensuite, je crois qu'on est 6 ans après, pour la deuxième partie. Et on va suivre alors toute une sorte de troupe et de foule qui s'amassent boulevard du crime, je crois que c'est boulevard du Temple hein, maintenant à Paris, pour aller fréquenter des théâtres, voir des spectacles dans la rue. Et tous ces gens gravitent notamment autour du théâtre des Funambules qui n'existe plus. Chacun rêve de sa petite célébrité ou pas, ou de trouver l'amour, hein, pour faire simple, vraiment, synopsis très large. Il y a par exemple Garance, qui est une véritable femme libre, avec une écriture très moderne pour l'époque, et ça colle parfaitement à Arletty qui l'interprète, qui est un petit peu convoité à droite à gauche par un aspirant comédien, Frédéric Lemaître, qui lui est un peu l'ambitieux. Et elle a un ami poète qui doit être une sorte d'équivalent de Jacques Prévert, peut-être l'a-t-il inspiré, je crois que c'est quand même une des inspirations de Baudelaire par exemple, un certain Pierre-François Lacenaire, mais il y a aussi ce mime qui apparaît à un moment dans la foule. Il va y avoir une connexion entre Baptiste Debureau, qui est peut-être l'un des premiers grands acteurs pantomime-mime de l'histoire, et Garance, parce qu'il va l'innocenter suite à une histoire de, soi-disant, voler la montre, tout, pas du tout. Et voilà, tous ces gens-là vont se croiser. Il y a aussi un comte qui va récupérer Garance dans son giron, sorte de carré, voire pentagone amoureux. Et on va suivre aussi leurs aventures sur scène ou dans le public, avec évidemment plusieurs tonalités théâtrales et poétiques qui regroupent évidemment toute la vie qui nous est présenté ici à l'écran, parce que c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que, allez, oubliez toute forme d'intrigue, qui va être avec qui, pourquoi, trahison, ambition, ok d'accord, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est l'ambiance et l'atmosphère, hein, le mot atmosphère, évidemment.
qui va graviter donc sur ces 3 heures où on nous montre ce Paris qui déjà à l'époque n'existe plus depuis plus de 100 ans. Vous avez une forme de double ici, pas nostalgie, hein, faut pas chercher là-dessus. Hein. Certains présentent ce film comme une représentation du cinéma de papa, moi je suis pas totalement d'accord. Non, c'est une forme voilà, de rêve éveillé, et on a toute... oui, ça bouillonne d'existence, de rêve et de vie là-dedans. D'ailleurs, il y a un moment, une réplique du personnage de Baptiste qui dit « Les rêves, la vie, pour moi c'est pareil, c'est le rêveur absolu qui vit son rêve ou qui rêve sa vie ». Et du coup, avec Garance, c'est compliqué l'amour, parce que est-ce que ça ne restera qu'un rêve, une illusion, ou est-ce que ça va être palpable? Vous sentez que c'est compliqué, puisqu'il y a une histoire de conte là qui va, pour le coup, récupérer Garance. Et c'est extraordinaire, tout ce qui peut se passer dès la scène d'intro, sorte de carnaval, spectacle de rue, les moments sur la scène de théâtre, parce que Carnet et Prévert font durer ces moments-là, c'est des reproductions, des reconstitutions vraiment de ce qui était fait à l'époque, et c'est là où par exemple un acteur comme Jean-Louis Barrault est au summum de sa performance en tant que mime et tout. Ce personnage de... Alors c'est pas vraiment Pierrot, c'est un personnage de la Commedia dell'arte à la base, mais on voit les liens avec le personnage de Pierrot, les trucs qu'il fait sur scène, et il va grandir ainsi, il va faire passer l'art qui était censé être minime, du pantomime, à un truc d'excellence où les gens vont, voilà, vont se ruer et reconnaître artistiquement la chose. Et à côté, vous avez l'acteur un peu plus old school, si vous voulez, Pierre-François... non, non, c'est Frédéric Lemaître, Pierre-François, c'est le poète, qui lui, alors, à un moment, se rêve de jouer du Shakespeare, et en effet, il jouera du Shakespeare. À un moment, vers la fin, Othello. Tous ces gens qui sont d'univers différents, mais qui partagent la même passion, la même ambition, la même aussi attirance peut-être pour la même femme. Et derrière, évidemment, il y a des rivalités, des conflits aussi, évidemment, à gérer pour les égos de l'époque. C'est à la fois chevaleresque, un petit peu dramatique, tragique, mélodramatique. On n'est pas loin du vaudeville. Vous mélangez vraiment ici tous ces courants théâtraux poétiques, et vous avez les Enfants du Paradis, qui donc un écho de l'existence, de la vraie vie, d'une forme de réalité, poétisée ici à l'écran, au 7e art. C'est grandiose là-dessus. Alors évidemment, vous pouvez trouver des longueurs si vous êtes trop concentré sur les tenants et les aboutissants de l'intrigue. C'est pas très important ça. Je pense que c'est, il faut faire abstraction de beaucoup de choses, au-delà donc de ce qui va... Mais quand même, oui et non, parce que voir l'évolution par exemple de Garance, c'est remarquable. Alors Garance, son vrai nom c'est Claire, hein, ouais, Claire comme de l'eau de roche. Bah oui, parce que les punchlines d'Arletty. Mais c'est pas de l'écriture de dialogue en mode forcé, vous voyez, ça colle avec l'évolution et la caractéristique, la psychologie du personnage. Je vais pas dire du mal de Michel Audiard, parce qu'on connaît ses punchlines et tout, mais ça par exemple, plus tard, ça fera un peu plus gratuit, même si ça reste inoubliable. Avec Prévert, c'est une écriture qui colle parfaitement à son scénario. De toute façon, pour lui, c'était un tout. C'était comme une toile de maître quand il prenait donc en main ici la confection d'une œuvre. Et tout fait sens. Et c'est remarquable de voir Arletty et son évolution. Alors, elle est égale à elle-même, elle a été très déjà douée dans les films précédents avec Marcel Carnet, entre autres, mais bon, là, ici, avec Marcel Carnet. Là, avec son personnage, on a la Arletty qu'on connaît un peu au début, puis alors, dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus sombre. D'où le titre, hein, Les Enfants du Paradis. Alors, le paradis, c'est le balcon au théâtre, c'est la vraie population, le vrai peuple qui est passionné, qui donne de la vie et qui participe presque à la pièce, enfin au spectacle. Et elle est là au début, elle est de ce monde-là. Mais en se rapprochant du peuple, elle va descendre, puisqu'elle gagne en classe, mais elle descend, on va dire, en passion d'elle-même, parce que elle n'a peut-être pas eu la vie qu'elle espérait, même si pourtant, en soi, pourquoi pas. Hein. Quand elle revient en deuxième partie, c'est beaucoup plus avec de la mélancolie. Et elle fait cette remarque, le paradis, ça me rappelle avant, mais bon, aujourd'hui, je suis plus triste. Voilà. Et tout est là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez être entretenu, entre guillemets, par quelqu'un qui a de l'argent, que vous allez être beaucoup plus heureux si vous n'avez pas pu vivre votre passion ou l'amour que vous auriez aimé vivre. Et puis il y a tout ce truc-là, parce que Baptiste, quand il revient, il est marié, enfin oui, il est marié, enfin il a un enfant, voilà. N'est-ce pas trop tard? Toute cette deuxième partie, c'est justement cela. Est-ce que c'est encore possible? Pour plein de raisons, hein. Et donc Arletty au sommet. C'est vraiment exceptionnel cette performance parce qu'elle fait évoluer elle-même son jeu avec son personnage. Elle déconstruit presque la Arletty qu'on connaît pour arriver à cette seconde partie. Tant et si bien que c'est formidable, quoi. Donc il y a ça. Il y a plein de choses. On pourrait dire aussi, alors des personnages qui ont l'air secondaires mais qui sont très importants. Il y a celui de Géricault qui est une sorte
qui est pour moi une allégorie globale, hein. Sorte de vendeur un peu ouais, ambulant, mais aussi un formateur qui est assez désastreux dans sa psychologie, on le sent, hein, il rigole, il ricane comme un rat, quoi. C'est pas le scolopendre, le cancrelat que jouait Michel Simon dans Le Quai des Brumes, c'est là le rat absolu qui a d'ailleurs se fait appeler de plein de noms, comme si c'était le diable, hein, parce que le diable a plusieurs noms, hein, plusieurs appellations, c'est Jéricho, alias machin, alias truc. On le voit, l'idée, il est là au début surtout, et vers la fin, pour un dernier point important, où ça se rend un peu plus tragique au milieu de la foule en extase. On voit ici d'ailleurs une belle dichotomie. Et pour moi, ce personnage de Jéricho, outre donc la possibilité d'un diable, oui, c'est le diable de l'époque, c'est-à-dire l'occupation. Clairement, pour moi, le message, il est là. Ce côté informateur, un peu balance, de toute façon, il est là. Et c'est extraordinaire, parce qu'il est joué par Pierre Renoir, donc le frangin de Jean Renoir, qui avait été critique au début sur Marcel Carné, mais je crois qu'après, il est quand même revenu sur pas mal de propos. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il pensait de ce film. Mais ça devait être Robert Le Vigan qui devait le jouer, et Robert Le Vigan, lui, il a été dans la collaboration. Il a fui, justement à l'époque, il a été remplacé. Il avait joué quelques scènes, il a été remplacé. C'est presque étonnant que Le Vigan ait été choisi pour ce rôle-là. Est-ce que Carné et Prévert étaient au courant de certaines choses? Mais bon, est-ce qu'ils l'auraient engagé s'ils étaient au courant de certaines choses? J'en doute. Mais comme quoi, le destin. Mais voilà, personnage qui crée comme ça, mais il porte hein, sur son visage et sur ses actes et sur ce qu'il dit un petit peu quelque chose. C'est une sorte de mauvais œil, si vous voulez, de mauvais présage dans le film. Donc voilà, ça se construit comme cela sur 3 heures, lever de rideau, les rideaux se ferment à la fin, on est vraiment dans le théâtre du cinéma, le théâtre de la vie, hein, j'ai envie de dire, mis au 7e art, réalisme poétique, oui, réalisme théâtral ou théâtre poétique aussi, et d'ailleurs scène de rideau du début à la fin, certes, mais aussi il y a une scène de rideau qui divulgue, enfin, qui révèle surtout quelque chose à un moment sur le couple qui ne devrait pas être ensemble, j'en dis pas plus vers la fin, tout est pensé, tout est réfléchi, la mise en scène, dans les dialogues, dans la réflexion globale, fonctionne très bien. C'est là où je parlais de totale fusion en introduction entre Marcel Carné et Prévert. Beaucoup disent que c'est plus un film de Prévert que de Carné. Non, c'est un film des deux. L'un sans l'autre, on n'aurait pas eu ça. Voilà, donc ce qui marquait le point d'orgue d'une collaboration qui, je ne sais pas si elle a continué après. Voilà, parce que je ne sais pas grand-chose de ce que Carné et Prévert, ou ensemble ou pas, ont fait par la suite. Mais ça sera intéressant de creuser cela peut-être plus tard ou un jour. Je vais peut-être faire une pause hein, sur Marcel Carné. Mais j'y reviendrai. D'ailleurs, j'ai pas vu son précédent, Le Visiteur du Soir, mais ça me permettra d'y revenir. J'étais trop pressé de découvrir ce film qui, de toute façon, au moment où cette vidéo sort, peut-être à 1 ou 2 jours près, fête ses 80 ans. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Alors, je vais pas parler de tout, hein. Évidemment, loin de là, des décors. Évidemment, toujours, décors de Trauner avec d'autres personnes. Toujours ce décor à la Carné Trauner, de toute façon, dans le sens où on est dans une sorte de huis clos, de quartier, d'espace assez confiné, mais quand même où il y a plein de vie. Hein, Hôtel du Nord, c'est un peu ça aussi. Bon, le jour se lève, c'était un peu plus... Mais oui, dans un sens. Donc c'est vraiment carnéien et troneresque, cette ambiance et ces endroits-là. Mais bon, je ne vais pas parler des costumes aussi, je crois que c'est Maillot qui s'en occupe, c'est un peintre hein, à la base, il me semble. Hein. Et il y a un travail de... C'est un blockbuster de l'époque aussi. C'est une immense production qui a été toute faite en studio quasiment, à part quelques scènes dans un théâtre, et qui a été faite dans des conditions où ça n'aurait peut-être jamais dû être fait. C'est un film de liberté, de vie absolue. C'est la libération, ce film. Voilà. Donc, à vous la parole sur tout ça et tout ce que je n'ai pas pu dire, parce que, voilà, hein, c'est à vous d'ouvrir un petit peu l'échange, et de me corriger si j'ai été un peu incorrect sur certains détails, c'est possible aussi. Allez, à la prochaine, ciao.